J'invite également du Maroc, professeur Dr Nour El Ouda Chaoui. Bienvenue. Laissez juste un espace entre vous deux. Je vais inviter pour le Cameroun, professeur Christian Kwam. Vous voyez, nous sommes partis du nord, nous descendons en Afrique centrale, et bien sûr, on ne saurait s'arrêter en si beau chemin. On va aller jusqu'au bout, en Afrique du Sud. Bienvenue, Daniel Timmins. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Et comme ça, on va compléter le panel, puisque nous sommes au Cameroun, avec des Camerounais, naturellement. Est-ce qu'on a d'autres nationalités dans la salle? Vous savez, la Trinité, c'est déjà quelque chose de sacré. Donc, avec 3 nationalités, l'Afrique est très bien représentée. Ceci étant, Dr Franklin Vesi, est-ce qu'il est encore avec nous? Non, il est déjà parti. Borio Yamvu? Boris, pardon. Est-ce qu'il est là? Non. Est-ce que Mrs. Moiseau Laurent est encore là? Honoré? Honoré Quel. Est-ce que Honoré Quel est encore là? D'accord. Il y a encore quelqu'un? Please take a seat. On a parlé de beaucoup de choses ici, mais il y a toujours quelqu'un qui tournait autour et semblait avoir non seulement l'argent, les ressources, les moyens. C'est des gens qui sont dans le gouvernement. Même s'ils sont ici sous les casquettes de chercheurs, on va les inviter quand même à venir sur le podium. Je vous prie, s'il vous plaît, sur le podium. Et comme d'habitude, le gouvernement est au milieu. Parce que c'est eux qui vont faire la régulation. C'est eux qui vont intervenir quand les acteurs économiques tels que les banques ne pourront pas. C'est eux qui sont en train de mettre avec le SNI des possibilités d'avancer. Et ce qu'on va faire, je vais rester debout. Et vous, le public, parce qu'en fait, la thématique, c'est l'avenir de l'IA en Afrique, talent, investissement et innovation. Je viens d'un pays où la démocratie directe est d'usure. Ça veut dire qu'il y a un moment auquel on donne la possibilité au peuple de s'exprimer, de poser ses questions, et à ceux qui pensent, à ceux qui savent, de réfléchir dessus et de proposer des solutions. Dans les 30 prochaines minutes, la parole est à vous. Qui voudrait commencer? Donc, déjà, sous vos applaudissements, on va prendre la première question. Madame. Comme d'habitude, vous vous présentez, vous posez votre question. Et un panéliste qui se sent inspiré se propose pour donner la réponse. Et s'il y a quelqu'un qui veut compléter, oui, il peut compléter. Bonsoir à tous. Bonsoir. Je suis Péani Womfokeli, ingénieur en génie électrique et informatique industrielle. Donc, avant d'assister à la conférence, cérémonie, j'étais un peu perplexe, pessimiste et un poil prétentieux sur l'IA et l'Afrique. Je me disais, bon, est-ce que l'Afrique peut rattraper le train de l'IA? Bon.
Après les différents panels, échanges, j'ai été très surprise de voir qu'il y a des possibilités, il y a des ouvertures, voilà. On n'est pas forcément obligé de faire comme l'Occident, on peut s'adapter, adapter l'IA à nos réalités. On n'a pas parlé que d'IA, de gestion de projet, on a parlé de financement, de gouvernement, d'éthique et tout. Et je voulais savoir alors si on peut déjà prendre notre propre train à nous, au Cameroun ou en Afrique globalement. Est-ce que les Africains, les Camerounais plus précisément pour moi, sont prêts à accepter l'IA? Parce que même dans les mentalités camerounaises, quand il s'agit de technologie, d'innovation, les gens ne sont pas seulement perplexes, mais ils sont aussi réticents. Si on dit qu'on veut faire un système qui va détecter les faux carburants, la plupart des Camerounais vont refuser. Ils vont dire qu'ils préfèrent acheter leur faux carburant moins cher qu'un détecteur de faux carburant qui va les faire payer le carburant plus cher. S'il y a des robots ou des distributeurs automatiques, les mentalités camerounaises auront tendance à vouloir casser, récupérer l'argent à l'intérieur. Donc, il y a tellement de choses qui peuvent nous freiner, nous, les ingénieurs, les techniciens, à participer à l'évolution, que ce soit de l'IA, de la technologie en digital, au Cameroun, en Afrique, tout ça. J'aimerais juste savoir, est-ce que vraiment la population sera de notre côté, pourra participer à cela? Merci pour votre question très pertinente. Est-ce que... Merci de me passer la parole. Non, je ne vais pas avoir peur, je vais briser la glace, parce que là, elle pose une question fondamentale. Moi aussi, puisque je suis enseignant, je constate que notre environnement au Cameroun a un grand problème. C'est celui, j'appelle ça de l'éducation scientifique. Par exemple, moi, je me rappelle qu'en Allemagne, un enfant qui a 5 ans lit les journaux Auto, Moto and Sport. Que son père soit boucher, que son père soit ingénieur, soit professeur d'université, à 5 ans, il a déjà une culture de l'automobile. Quand il a 12 ans, il connaît déjà tout. Ici, un gars sur le Polytechnique de Douala ne connaît rien de tout ça. Donc, quand je commence mes cours, je commence par faire d'abord la culture de la science pour que les gens comprennent. Donc, en fait, la question qui se pose, c'est notre question, notre éducation, système éducatif qui a été calqué sur des modèles, on va dire, des pays développés. Alors que nous, on est sous-développés. Donc, ce qu'il faudrait faire, à mon sens, c'est comment ramener d'abord une culture scientifique en général. Ceux qui ont fait l'Europe comme nous savent, Natur Research Museum, je dis que vous avez un musée, une salle comme celle-ci, on vous montre toutes les choses, la gravitation. Un enfant ici, quand tu dis qu'un truc tombe, il te regarde, il dit, mais tu parles même de quoi? Donc c'est pour ça que les gens sont réticents. Mais maintenant, ce que nous devons faire, c'est éduquer, amener cela dans notre système éducatif. Et j'exhorte mes collègues enseignants à enseigner avec cela dans la tête. Moi, quand j'enseigne ce que j'essaie de faire, je me dis, celui qui est en face de moi n'a aucun moyen de comprendre ce que j'explique. Donc je me bats maintenant pour d'abord le mettre au niveau de pouvoir me comprendre. Et maintenant on continue le cours. Donc c'est très vrai, nous sommes très réticents, mais c'est parce qu'on n'a pas de base solide. Voilà. Thank you very much. Let me ask the next question. And I will ask the question to you. Bien sûr. Donc, je vais apporter une réponse en plus à la demoiselle. Je suis Honoré Kouel, directeur des ressources humaines chez Sephora Infrastructure pour l'Afrique centrale et la RDC. Et je suis aussi coach carrière et en leadership. Donc, ce que je veux dire déjà, c'est que c'est bien de... Tout changement fait peur, en fait. Tout changement crée en nous de l'inquiétude, de la peur, de l'incertitude. Mais aujourd'hui, on parle d'IA. On ne parle pas que d'IA dans le sens d'un outil qu'on utilise, mais d'une discipline qui va s'étendre un peu partout et qui va s'imposer à nous. Donc aujourd'hui, pour tous les jeunes qui sont là, il serait temps de prendre conscience de la situation, de commencer à se former pour pouvoir anticiper justement les transformations. Ce qui est sûr, c'est que des méthodes de travail vont totalement changer. Vous êtes aujourd'hui à l'école, mais lorsque vous allez arriver en entreprise, beaucoup de choses auront changé. Ça change même déjà dans nos méthodes de travail. Et donc, il est important de pouvoir anticiper. Et là, je vais clairement interpeller les différentes instances qui accompagnent l'éducation, comme le disait tout à l'heure le professeur, notamment le ministère de l'Emploi et de
formation professionnelle, le FN même, et même les directions d'entreprise doivent pouvoir anticiper ce changement qui va arriver. Parce que si on ne fait rien, ça va être brutal. On aura des personnes qui ne pourront pas se retrouver, qui ne pourront pas avoir des emplois. Et donc là, on doit mettre en place des dynamiques de transformation, de reconversion professionnelle pour pouvoir préparer ceux qui sont déjà dans le milieu professionnel à pouvoir s'adapter au changement, et que ceux qui sont encore dans leurs études de pouvoir justement se former pour pouvoir répondre à ce changement qui ne laissera certainement pas le choix. Ok, merci. Merci pour ce complément de réponse. La beauté de ce panel, c'est qu'on peut poser des questions pas seulement spécifiques au sujet, mais à tout ce qu'on a discuté, entendu depuis hier. Donc, c'est votre occasion de poser des questions. Avant que je prenne votre question, je vais adresser à Daniel, si vous permettez, une question par rapport à l'avenir de l'IA en Afrique. So, about the future of AI in Africa. When we speak about talent, what talent do you see in Africa that will be particularly helpful for AI, in the context of AI in Africa, and how talent in Africa can take the advantage of the opportunities in AI? And even if you have some example from South Africa, we will be grateful to hear about that. Okay, thank you for that question. I wish I could all, answer this as beautifully as you guys all speak, because I have been amazed just listening to everyone today. Okay, so I think that South Africa is a little bit ahead of Cameroon, so I'm sure there are learnings there. What I can say is that there is definitely a lot of talent on the African continent. We can see it in some of the countries like South Africa and Kenya, and I think also Nigeria. There's a couple of hubs, I think, where talent has come to the surface, not necessarily because it's being taught in schools, but just because there are many young people who are keen, who are curious, who are determined, and who are doing courses and learning and finding hubs where they can do training. They do training online, and this is how it starts. I mean, I think the biggest thing is to just get started, to do what you can, to find people around you who can mentor. That can be people in your country. It could be people internationally. It's coming to conferences, and it's doing everything that you can to be a step ahead and to learn as you go along. Now, as companies, what we can do is find that talent and cultivate it, and cultivate the curiosity and the keenness to move forward. As governments, what we should be doing, which is not always happening, but is hopefully support those initiatives. We need entrepreneurs who are keen to also drive talent forward, to explore and to encourage. And I think that's the best way. We need to unite also as a region, so with your neighboring countries in Central Africa, but also the whole of the African continent. We need to support each other. There is a lot of need of talent in the world, and I think that the African continent can really be playing an important role in that. That's my 2 pennies for you. Thank you very much for sharing that thought with us. They make sense, and I fully agree with that. Nous allons prendre la question de Madame Merci. Bonsoir à tous. Moi, c'est Chouante Irène. Je suis ingénieure en textile. Je suis enseignante, styliste, modéliste dans les centres de formation professionnelle. Bon, en tant qu'enseignante, j'ai le plaisir, je suis contente d'être aussi encadrée des enseignants en face de moi.
La formation professionnelle, les enfants font des cours purement pratiques. J'aimerais savoir quelle est la méthode à enseigner aux enfants à implémenter l'intelligence artificielle dans la pratique qu'ils exercent au quotidien. Merci. Is somebody willing to take that question? Merci. Je voulais prendre la parole une fois, mais comme ça touche le volet recherche, enseignement, je peux répondre. Bon, nous avons participé, je crois, il y a 2 ans, avec le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle, à la refonte des curricula pour encadrer les formations professionnelles. Ici, il y a un problème pour la certification. Il ne suffit pas de se former. Il faudrait se rassurer qu'au terme de la formation, il y a ce que nous appelons la certification de la formation. Ici, j'ai discuté avec des amis la semaine dernière dans le cadre de la commission de validation, je parle sous le contrôle des collègues, des diplômes de l'enseignement supérieur acquis par les compatriotes camerounais dans des universités étrangères. On a décelé 128 faux diplômes. Donc ça veut dire que ça devient de plus en plus intéressant. Ça veut dire que ce n'est pas des diplômés camerounais. Et cette commission est présidée par le ministre d'État, le ministre de l'Enseignement supérieur. Donc cette commission a eu lieu à l'école normale la semaine passée. Donc ce qui voudrait dire que le gouvernement met l'accent au niveau de la certification des formations. Je suis content d'avoir un collègue qui a dit « enseigner ce qu'il veut ». Je sais pourquoi il le dit, mais ne copiez pas ça et allez le dire au quartier, sinon vous serez suspecté. Parce qu'il y a une réglementation selon les domaines. Donc l'IA n'est pas un domaine particulier, c'est un domaine dans la technologie, dans l'innovation. Donc c'est encadré par des programmes. Et c'est pour qu'il y ait certification, il faut un certain nombre de modules validés et valides pour que, au terme de votre formation, vous ayez une certification. Merci. Ça, c'est dans le cadre camerounais. Je ne sais pas si c'est... Mais comme nous avons des diplômes universels, des formations sont universelles, donc je ne pense pas que ça soit le contraire ailleurs. Merci. Vous voulez parler? Oui, alors... Vous venez, merci d'avoir éclairé un petit peu cet aspect parce que c'est dans un contexte camerounais. Je peux quand même vous faire part de l'expérience actuelle qui est en cours d'implémentation, bien de mise en œuvre. C'est qu'on a des instituts supérieurs qui ont comme vocation de produire, si vous voulez, un profil professionnel. Ce sont des formations professionnelles. D'accord ? Il délivre un diplôme DUT, donc technicien spécialisé, et pour sur 2 ans après bac, et puis une année supplémentaire, c'est une licence professionnelle. L'objectif de ces formations-là, c'était pour faciliter l'intégration rapide des jeunes dans le monde du travail, avec les formations qui les assurent, bien sûr. Alors, on sait, et avec le temps, ça marchait, ça n'a pas posé de problème, parce qu'il y avait le besoin pour embaucher beaucoup de techniciens. Or, s'il décroche son bac à 17 ans, après 2 ans, il a un diplôme DUT, est-ce qu'avec 19 ans, il va travailler directement? Non, il est jeune, il est ambitieux, il souhaite quand même continuer ses études. Donc ça reste juste un passage, si vous voulez, dans ces institutions. Alors actuellement, pour intégrer, on est conscient justement d'un besoin en termes de compétences théoriques et pas uniquement techniques, parce que la formation professionnelle, ça repose sur plutôt des modules plus ou moins techniques. Alors ce qui se passe actuellement, c'est qu'il y a une refonte vraiment très profonde, si vous voulez, dans le contenu, dans les programmes qu'on est en train de proposer, d'offrir en termes de formation. Donc, on intègre carrément un module informatique pour ceux qui ne font pas l'informatique,
un module pour l'intelligence artificielle, mais bien sûr adapté directement au profil et à la spécialité de formation. En plus de ça, un autre module carrément de la culture digitale. D'accord? Donc, qui dit digitalisation maintenant, il faut aussi faire attention qu'on n'est plus dans la digitalisation, on passe maintenant à la robotisation. Donc, l'intelligence artificielle, elle est pratiquement partout. On a aussi changé l'intitulé de la licence professionnelle, c'est plus une licence professionnelle, c'est un bachelor. D'accord? Donc, la formation, elle a gardé son aspect technique, mais tout en préparant l'étudiant, le lauréat de demain, à ce que s'il souhaite intégrer le marché du travail, c'est bon. S'il ne souhaite pas, il souhaite continuer ses études, on est en train aussi de lui donner cette possibilité de s'inscrire en master, de continuer à faire, ou plutôt même des études doctorales. D'accord? Donc, c'est juste revoir un petit peu le contenu ou bien en rendre plus riche le contenu de formation proposé, même s'il s'agit d'une formation professionnelle. Donc, je fais juste ce qu'on fait actuellement. Et il faut dire que cette période-là, on est carrément en train de reprendre tous les descriptifs de formation qu'offre ce type d'école. Ce sont des écoles supérieures de technologie d'ailleurs. Merci beaucoup. Alors, avant de prendre la prochaine question, que je vais prendre volontiers bien sûr, je voudrais noter que depuis hier, j'ai entendu beaucoup parler de stratégie. Et ce qui m'a marqué, c'est que l'IA, c'est d'abord la puissance de calcul. Et qui dit calcul, dit compter. Et quand j'ai essayé de faire un calcul mental en comptant, il a été dit au moins 10 fois plus le mot stratégie que le mot vision. Et la personne qui a insisté sur le mot vision, c'est vous. J'aimerais que vous repreniez un tout petit peu le contexte de la vision, de la stratégie par rapport à l'IA, par rapport à l'avenir, s'il vous plaît. D'accord, donc d'accord, merci. Alors effectivement, par rapport à la vision et la stratégie, c'est deux choses qui sont différentes. Parce que tout le temps, on parle stratégie. Tous les pays, ils parlent qu'ils ont une stratégie IA, une stratégie qui concerne le digital, une stratégie qui concerne la cybersécurité. Mais la stratégie, je pense que ça vient après une vision. Il faut avoir déjà une vision qui est claire. Lorsque je dis vision, c'est-à-dire je suis conscient qu'il y a des problèmes, il y a un objectif que je dois atteindre, il y a des indicateurs aussi en parallèle, et sur la base, et bien sûr des challenges aussi, des défis, des contraintes. Et donc, je suis conscient que, effectivement, pour que je puisse atteindre tout ça, la vision, elle doit être claire pour moi. Et à partir de là, une fois la vision elle est définie, il est clair, il n'y a pas de désordre. Parce que, sincèrement, il y a plusieurs, je peux dire, carrément parfois des lois. Il y a des lois qui sont déjà présentées, des stratégies, mais il y a quand même, on voit qu'il y a un désordre partout. Parce que, par exemple, je prends le cas du Maroc, et ça va être le cas de tout le monde. Au Maroc, effectivement, il y a un chantier énorme au niveau de la transformation digitale au Maroc. Il y a le ministère de la Transition numérique, il y a l'Agence de développement du digital, il y a la CNDP, la Commission nationale de la protection des... Vraiment, on a tous les ingrédients. Sincèrement, au Maroc, il y a tout. Il y a bien sûr, il y a le Conseil supérieur de l'enseignement, il y a le HCP pour tout ce qui est statistique. C'est des choses qui sont très, très bien. Mais en dessous de tout ça, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le nouveau modèle de développement. Et donc, le nouveau modèle du développement, bien sûr, il intègre une vision plus large sur le pays. Et ça, c'est important. Et donc, toutes les stratégies qui viennent après, toutes les réformes qui viennent, ils sont obligés de s'aligner à ce nouveau modèle de développement. Et cette vision, je peux dire, c'est une vision royale. Et donc, tout le monde, il doit adhérer à ça. Et donc, adhérer à cette vision qui est globale. Et sur la base, on peut construire des stratégies, on peut bien sûr avoir même le cadre juridique qui doit répondre à tout ça. Parce que si on voit juste les stratégies, à un certain moment, on est perdu. Parce que depuis hier, on parlait, il faut faire ça, mais non, tout ça, il doit être fait dans un cadre, c'est-à-dire dans une vision plus claire. Et donc, à ce moment-là, on peut définir les actions, parce qu'une fois on définit ça c'est important, on passe
aux stratégies, on passe à la réglementation, on passe aussi, après on passe aux actions, aux projets. Et bien sûr, bien évidemment, il faut après une entité qui fait le suivi de tout ça. Parce que ça ne sert à rien d'établir des cadres, ça ne sert à rien d'établir des stratégies, mais après, il faut le suivi de tout ça, passer par des commissions de suivi. Parce qu'il faut dépasser, parce que lorsque on parle IA, il faut dépasser la fascination, l'étape de fascination technologique, aller vers la maîtrise stratégique, aller vers une vision claire. Et donc ça, c'est important. Je pense que j'ai répondu à Merci, votre je question. savais que votre réponse serait très édifiante. Oui, c'est important parce que la question qui se pose, c'est est-ce qu'au sorti d'aujourd'hui, nous connaissons la vision du Cameroun sur l'IA? C'est une question. Je ne vais pas y répondre. Mais après, la question se pose également, est-ce que nous connaissons la vision de l'Afrique sur l'IA? Je ne vais pas non plus répondre à cette question, mais je vais en prendre d'autres. Il y avait des questions, s'il vous plaît. Bonsoir à tout le monde. Je remercie les organisateurs d'avoir mis en place ces 2 jours. Je pense qu'on échange sur plein de sujets qui sont assez pertinents. Mais moi, je voudrais un peu challenger le panel, hein, parce que je me présente, je suis Ran Kumbo et je suis consultant formateur. Donc, je suis sûr que certains membres du panel savent déjà qu'aujourd'hui, à partir de son ordinateur, un jeune qui s'est même formé sur YouTube peut produire un travail intellectuel qui peut challenger un niveau Bac plus 1 et plus. Ça se fait déjà. Je suis sûr que vous savez aussi déjà que, je crois qu'il y a un panéliste qui en a parlé, au niveau de la médecine, il y a des IA qui font des diagnostics plus calibrés que des professeurs. Ouais. Et dans le même cas, on s'est rendu compte qu'un professeur, un docteur qui travaille avec une IA a un diagnostic moins pertinent qu'une IA toute seule. Ça se fait déjà. Et je crois qu'il y a une étude aussi qui a montré que les professeurs d'université, en termes de compétences techniques, l'IA était supérieure. Donc, ça nous pousse à une réalité du monde que je ne sais pas si tout le monde la voit déjà. C'est que même à ce niveau-ci, dès aujourd'hui même déjà, les compétences purement techniques, voire même analytiques, les spécialisations dans les domaines spécifiques, l'IA va tous nous mettre derrière. Et dans certains secteurs, nous sommes même déjà derrière par rapport à l'IA. Donc là maintenant, je veux challenger le panel en posant cette question. En considérant que d'ici demain, si on va dans les écoles, les étudiants, les IA vont même enseigner mieux que les professeurs et autres. Donc au niveau de l'éducation, il y aura beaucoup de challenges. Au niveau même des spécificités techniques, il y aura des challenges. Donc votre question? Non, je viens à la question. La question est celle-ci. En considérant que l'IA risque de nous surpasser au niveau technique, dans tous les domaines, quel est pour vous, de votre point de vue, moi j'ai mon idée, mais quel est de votre point de vue, votre approche que chaque personne aujourd'hui qui doit se projeter dans le futur à partir d'aujourd'hui doit pouvoir appréhender l'IA? Ça, c'était la première. Maintenant, ma deuxième question. Je sais que en général, les gens vont vers un outil lorsqu'ils sont inspirés en fonction des possibilités qu'offre cet outil. Et là, j'envoie un challenge un peu à l'organisation. Si on peut penser, par exemple, un IA Tool pour le Cameroun. Donc, pour vous, quelles sont les stratégies qu'on peut mettre en place pour inspirer plus de personnes à interagir et à entrer dans le monde de l'IA? Voilà mes 2 questions. Je vous remercie. Merci pour les 2 questions. Qui voudrait s'aventurer? C'est une des questions, vous voulez bien? S'il vous plaît, mon voisin voulait, il faut ajouter une question. Je ne sais pas si c'est possible. D'accord, donc, oui. Vous allez encore et une personne peut compléter. Et après, on va prendre 3 questions pour finir. Parce que sinon, on Oui, d'accord.
Par rapport à la première question, comment appréhender l'utilisation de l'IA, c'est ça? Donc, par exemple, que ce soit dans le domaine de la santé ou autre, je dis qu'il faut aller doucement, il faut aller progressivement, intégrer l'IA de façon progressive, bien sûr, parce que l'IA il joue un rôle très important, ça on le sait, dans tous les domaines, dans tous les secteurs, mais il faut aller progressivement, mais sûrement, bien sûr en tenant en compte de notre contexte, il faut prendre en considération les soucis de la connectivité, le monde rural, comment on va utiliser cette IA, parce que c'est vrai, on peut développer une IA, mais qu'on ne peut pas utiliser dans un monde rural ou un environnement où il n'y a pas vraiment une grande connectivité. Donc ça, c'est important, donc il faut aller quand même progressivement, bien entendu avoir une stratégie, avoir le cadre juridique, ça c'est des choses qui vont avec. Mais il faut aller quand même progressivement et dans chaque secteur. Pour la deuxième question, je pense c'est par rapport à les communautés à intégrer l'IA, à aller vers l'IA. C'est-à-dire intégrer l'IA pour un public qui n'a pas forcément un background sur l'IA. Alors hier, j'ai parlé par exemple du centre Côte 212 au Maroc. Je vais vous donner un exemple qui est très simple et comme ça vous allez comprendre ce que je suis en train d'expliquer. C'est que ces centres, ils sont dédiés à former des étudiants qui n'ont pas forcément de background, mais c'est à travers des petits projets. Des projets qui, par exemple, vous êtes juriste et donc apprendre l'IA, peut-être on va commencer par la culture digitale, déjà ça c'est important, il faut commencer par une formation sur la culture digitale, ensuite aller carrément vers des petits projets, peut-être commencer carrément par des prompts, donc carrément c'est des petits projets que vous pouvez réaliser sur votre cas. Et donc ça on le fait déjà dans le centre, c'est-à-dire des étudiants qui viennent d'autres spécialités, ils arrivent au bout de 6 mois, 6 semaines, pardon, pas 6 mois, 6 semaines, 8 semaines, à développer déjà un petit projet. Et peut-être à la fin, je ne peux pas vous dire qu'il va être un spécialiste, mais quand même c'est un avant-goût. Peut-être ça va lui permettre d'approfondir davantage. Peut-être après il va vous dire non, je ne suis pas capable d'aller plus loin. Peut-être non, il va quand même, c'est-à-dire passer carrément se spécialiser dans ce domaine. Donc je peux dire qu'il faut aller quand même doucement par rapport à ça. Mais sinon c'est possible. Merci beaucoup pour l'intervention. You want to add something? Yes, please. Okay, I have a very practical example of how to inspire people. So last week I was helping a young man who's been unemployed for 5 years. He's only 23. He finished his high school and just couldn't get into university or anything really, and has struggled since. I was helping him to try and find a little course that he could do to improve his employability. And I taught him how to use ChatGPT and how to do a little basic prompting, honestly, in an hour. And he used that to find a course that he's now doing this week. And I also asked him to use ChatGPT to write the emails to the training centers, because English is not his first language. And I can tell you the emails that he wrote were so beautiful and perfect and amazing in English. He immediately got responses, was taken very seriously, and they put him in a training course on Monday. At the end of this week, he will have his training course finished. We could do some more training around using ChatGPT to apply now for jobs. Once he is applying for jobs, we were going to use ChatGPT to help him prepare, once he's got some interviews, we are going to help him to prepare for the interviews based on his CV. So there's so much that we can do, and I'm hoping that we will build a little case study that we can utilize to then inspire lots of other people also out there. I'm sure that the principle in Cameroon, the thing is, how do we now take this little example and push it out at scale, develop use cases that make people understand how it can help them, and then over time, hopefully also be able to do that in local languages. There are now big initiatives happening in South Africa to build a language model for African countries, and I'm excited about that too. So I think this excitement should also be with us. We have the possibility to excite
and inspire many people around us. Thank you very much for sharing. On va prendre les 3 dernières questions et puis on va clôturer le panel. Mais avant de prendre les 3 dernières questions, j'avais promis de donner une réponse concrète à la question par rapport aux malvoyants. Il était question de savoir qu'est-ce que l'IA peut faire pour les malvoyants. Et effectivement, les malvoyants, à mon avis, représentent, excusez-moi de le formuler comme ça, un marché important pour l'IA, pour les applications de l'IA. Malheureusement, je vis en Europe, je travaille en Europe, et nous regardons les choses beaucoup plus en termes d'opportunités chiffrables et de chiffre d'affaires. Et c'est là où il y a le chiffre d'affaires que le développement se fait plus vite, que les investissements se font plus vite. Et je peux vous dire qu'actuellement, il y a une bataille qui s'est mise sur pied au niveau des malvoyants. Les premiers résultats sont en train de sortir. Un exemple concret que j'ai vu dans l'utilisation et que d'ailleurs je vais m'approprier bientôt, même si je suis encore relativement bien voyant, c'est les lunettes Meta. Qui connaît les lunettes Meta? Exactement. Jusqu'à il n'y a pas longtemps, les lunettes Meta avaient juste des capacités réduites. Il y a 2 mois, Meta a sorti une version améliorée de son logiciel pour les lunettes Meta. Et cette version permet aux malvoyants et aux aveugles de regarder la télé. Et ce, en des langues différentes. Donc, nous avons en Suisse, étant donné que je vis en Suisse, c'est un pays qui a 4 langues officielles. Et maintenant, donc, moi, par exemple, je ne parle pas encore l'italien. Je parle toutes les autres langues de la Suisse, mais pas l'italien. Comment est-ce que je peux faire pour regarder la télé italienne? Ben, je mets mes lunettes Meta et pendant que la télé parle, les lunettes Meta me transcrivent automatiquement. Donc, j'ai l'intention cette année d'acheter des lunettes Meta pour cette utilisation. Maintenant, je vais sur les malvoyants. La version que Meta est en train d'aller sortir dans les prochaines semaines ou les prochains mois, c'est une version qui permet aux malvoyants de décrire en temps réel où est-ce qu'ils se situent, ce que les lunettes voient dans l'environnement, parce qu'en fait, les lunettes Meta ont 2 caméras, une à droite et une à gauche, dont elles voient tout l'environnement et elles décrivent à l'oreille du malvoyant, parce que là, sur la tige, il y a un microphone ou alors un haut-parleur, et ça décrit au malvoyant où est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il devrait voir s'il avait les yeux ouverts, et tout ce que ça comporte. Et une fois que cette technologie sera suffisamment performante, ben le malvoyant pourra se balader en route comme toute autre personne parce qu'il a la description audible, comme aujourd'hui un être humain qui l'accompagne lui dit « soulevez votre pied parce qu'il y a un obstacle ». Donc, j'espère que ça répond à votre question et je vous dirai que non seulement Meta le fait avec Facebook, donc c'est la maison qui produit de Facebook, en collaboration avec Ray-Ban, mais également il y a des entreprises chinoises qui sont sur le dossier et également des concurrents de Meta qui offrent des lunettes à base d'intelligence artificielle avec des cas d'utilisation précis pour les malvoyants. Juste pour assurer sur la promesse qu'on allait répondre à cette question. Donc, on va prendre les 3 dernières questions. Alors, les 2 dernières questions. Une ici et une là-bas derrière. Donc, votre question? Bonjour à tous. Je ne suis pas docteur. Et je suis très loin d'être expert de l'IA. Par contre, depuis hier, on a parlé de beaucoup de sujets et je me pose la question, j'ai remarqué que on n'a pas parlé de la cellule nucléaire de la société qui est la famille, notamment les parents. Du coup, vu que vous êtes des personnes assez pointues sur la question, je pense aussi que vous êtes des parents. J'ose m'aventurer sur ce chemin-là.
est-ce que vous pouvez partager avec nous comment est-ce que vous abordez la parentalité, l'éducation des enfants avec l'IA dans votre quotidien? La question à qui veut répondre. Merci pour la question. Nous allons prendre la deuxième question. Good evening to everyone in the hall. I am Njodo Vigni and my field is clinical biochemistry, but I'm currently working with KB SAP Consulting as a biologist in a laboratory information management systems project. My first worry is in the area of data access, particularly in the medical field. So I'm asking the question, what is stopping us from accessing the data that is available in particularly our hospitals? Because I want to believe there's huge amount of data that is being generated daily, but we have an issue with limited access to the data. The second concern is in the area of data management. Oftentimes, I want to believe in some facilities, data is generated, but you most often find it in files and not in computers. And even in those facilities where you find the computers, is there a system to back up the data so that over time we can still have the data when need arises? The last is in the area of what's still stopping us from switching from hydro energy to solar energy, because I think the topic has always popped up around ENU in Cameroon, but I feel we are still resistant, we're still reluctant to embrace solar energy. So what's really stopping us? That's it for me. Thank you. Thank you very much. Donc, on va essayer de répondre à ces deux questions par trois interventions. La première intervention sur la parenté, la deuxième sur les données et la troisième et dernière sur l'énergie naturellement, à savoir la question sur l'énergie solaire. Et la vision du Cameroun, ce sera enfin. Professeur. Merci de me passer la parole. Je vais répondre déjà en partant sur la question de notre frère. Qu'est-ce qu'on peut ajouter aux enfants aujourd'hui? Ça rejoint aussi celle de l'enseignante du centre de formation. En réalité, il faut comprendre l'IA comme étant une intelligence complémentaire. Donc, si on l'a compris, il reste donc clair qu'il faut, selon moi, développer la créativité. Ce que je fais avec les enfants aujourd'hui, je leur apprends à être créatif. C'est-à-dire à avoir un esprit le plus ouvert possible. Le reste viendra. Je vous assure, là, les ChatGPT nous disent comment il faut faire. Vous voyez. Alors qu'à notre époque, il fallait aller aux États-Unis apprendre longtemps pour savoir comment on fait pour avoir une bombe atomique. Donc, cette chose-là, cette connaissance technique, aujourd'hui, elle est à portée de main. Ce qu'il faut ajouter, en plus, évidemment, de l'intelligence émotionnelle, c'est, à mon sens, l'intelligence créative. Que peut-être l'IA que nous connaissons n'a pas encore. Je n'exclus pas ça. Pour les prochaines versions de l'IA dans 20 ans, je n'exclus pas. Mais aujourd'hui, quand on regarde l'outil qu'on a, peut-être ce qu'il faudrait ajouter. Et pour revenir toujours là-dessus, je tiens toujours à dire qu'il faut toujours se dire à quoi va ressembler demain. Moi, par exemple, je m'amuse toujours en disant que demain, nos enfants n'iront plus à l'école. Faire quoi? Pourquoi tu vas laisser ton enfant aller faire 1 heure de route dans le taxi avec le chauffeur? Pourquoi? L'école va venir trouver l'enfant là où il est. Il est 2 heures du matin, l'école vient trouver l'enfant, je réponds à votre question, à la maison. Et ça, c'est l'IA qui nous permet. Et quand on dit l'IA, moi j'ai une expérience en Chine, j'ai fait 3 ans en Chine de 2011 à 2014. Il n'y avait vraiment pas l'IA encore. Mais les Chinois vivaient déjà dans ce monde. C'est pour ça que les Européens sont
vraiment à l'âge de la pierre taillée, comparé aux Chinois. Les Chinois ont intégré, ce que le professeur disait, la digitalisation, mais la robotisation. Là où les Européens rêvent encore de digitalisation, et je crois que nous, on aime déjà atteindre le même niveau avec nos téléphones et tout ça. Donc moi, je pense qu'on n'a pas ce retard que les gens pensent. Et que si on s'appuie plus sur les expériences chinoises, notre pauvreté, nos mauvaises routes, je ne vois pas pourquoi il va envoyer mon enfant à l'école, faire 30 minutes en route, il peut mourir, la moto peut le tuer. Moi, je ne vois pas pourquoi. Je préfère le laisser à la maison, il est suivi, il a un grand écran, et il fait son école. La question, est-ce que le professeur est meilleur que l'autre professeur? On peut aussi encadrer cela avec même l'IA. Mais ce qui est sûr, c'est que venir jeter la connaissance sur la face de quelqu'un ne sera plus utile d'ici 5 ans. Ça, c'est passé. Maintenant, donc, pour moi, l'IA va permettre, on a parlé de cas là tout à l'heure, j'avais pris l'exemple, pour notre exemple, les avocats qui font des prédictions des plaintes. Que autant les médecins sont challengés, autant les procureurs, les magistrats, les avocats, et je m'imagine bien les enseignants que nous sommes. Donc, il n'est plus question de se lever, de faire un cours comme tu fais. Parce que, en réalité, tu es challengé par ton étudiant. Quand tu lui dis, moi j'ai l'expérience, je lui dis, ah, il me dit, monsieur, bon, heureusement, je vis dans un monde où il sait qu'il y a beaucoup de fausseté. Donc, quand il me stoppe, je dis, stoppons, on lit et on voit qu'il y a des fautes dedans. De moins dans mon domaine, mais ça c'est aujourd'hui. Mais dans 5 ans, ça va être beaucoup plus performant que moi. On connaît en Europe des médecins. Vous allez voir votre médecin. Ce qui se passe quand j'ai un malaise, je fouille. Il y a 15 ans, pas aujourd'hui. Je fais des recherches. Le médecin me dit, non, on prend pas. Non, docteur, ce n'est pas bon. D'autres là, ils regardent bizarre. Mais comment? Donc, en fait, l'IA va challenger les grands spécialistes de quel que soit le corps de métier. On doit intégrer cela même dans notre éducation, pas formation. Donc, dès le bas âge, l'enfant doit savoir qu'il a un assistant qui est plus fort que maman, que le professeur d'université. Quand on a accepté, on est maintenant un peu plus humble. Veut dire, tu fais ton cours et tu dis à l'enfant, aux étudiants, écoutez, si je me suis un peu planté, ce n'est pas la fin du monde. Vous comprenez, tu le dis clairement. Parce que tu le dis là, le gars peut prouver que c'est faux. Et il le fait en 30 secondes. Il n'a pas besoin de 10 ans. Il tape là, ça dit un peu le contraire. Bon, donc il faut déjà que nous, les enseignants, on accepte qu'on n'a pas la science infuse. Et tout ça, c'est important parce qu'on est en train de parler autour de l'IA. Donc, pour moi, je l'ai dit clairement, parce qu'il y a le collègue qui est là, la vision de l'IA pour l'enseignement supérieur n'est pas ce qu'on est en train de faire au Cameroun. On vous demande d'avoir des gros bâtiments. On dit que l'université doit n'avoir pas de... Pour moi, on me met là-bas. Mettez tous les bâtiments de l'université doit là à plat. On peut faire l'université au quartier. Ça, c'est la vraie façon de rattraper la Chine et de dépasser l'Europe. Les Européens sont encore en train de faire les bâtiments pour les universités. On fait quoi? Vu qu'en Chine, moi, ma cuisinière, ma femme de maison, elle avait déjà un iPad en 2011. Je veux dire, en Europe, il fallait être un homme riche pour avoir un iPad. Je lui demande, mais tu fais quoi avec le iPad? Elle dit, non, moi j'ai mon enfant. Donc elle est ménagère, mais elle a déjà un iPad pour son fils, qui peut avoir 4 ans ou 5 ans, je ne sais pas. Donc elle habitue déjà l'enfant à apprendre, même quand elle n'est pas là ou bien quand elle n'est pas à l'école. Vous êtes dans le bus en Chine, dans un bus ou le métro. En Europe, les gens regardent s'il y a un noir qui passe. Là-bas, chacun a des listes dans son téléphone. Il bûche. Tout. Je veux dire, moi j'étais en Chine en 2011-2014. J'y vais souvent. Mais là-bas, j'ai vraiment vécu ça. Tous les Chinois ont le truc. Ils sont en train de causer, mangent le soir, vous voyez chacun dans son téléphone. Et ça va vite aussi, c'est dangereux. Si je suis ton ennemi, je dis à toute ma communauté, et on ne t'invite plus avec nous. Donc pendant qu'on est en train de manger, je dois faire attention à ne pas l'énerver. Parce que dès que je dis un mauvais mot, et on dit que ce gars n'est plus bon. Et ça, le monde change. En 30 minutes, vous avez 4 mondes devant vous. C'est pour vous dire que je comprends, mais les gars, ouvrons nos esprits, ne restons pas bloqués sur l'IA qu'on voit là. Je l'ai dit pour revenir un peu à la vision et dire qu'il nous faut une vraie vision. C'est-à-dire qu'un truc sur 20 ans. Et sur 20 ans, ce n'est même pas ce que nous croyons avoir vu. Ça ne sera pas ça. Merci. Merci beaucoup pour cette intervention. Et on va finir en termes de vision avec la vision du Cameroun. S'il y a déjà une, la contribution nous le dira. Merci. Le professeur l'a dit, hein, il y a une vision. On partageait le panel avec
Dr Mehta, il est revenu, il a été parmi les rédacteurs de cette vision. Donc il y a une vision qui a été élaborée en 2020, donc 2020-2030, qui met l'accent sur l'économie numérique, je l'ai dit. Maintenant, le plan stratégique pour que cette économie numérique soit visible, c'est ce que Madame est en train de faire, et je vous tire un coup de chapeau. Ça veut dire qu'on ne peut pas aller vers l'économie numérique étant seul. Il y a ce que nous appelons aujourd'hui les PPP, partenariats public-privé. Et l'État compte sur sa société civile. Concernant le ministère des Postes qui est garant de cette vision et de la stratégie, il y a des fonds. En ce qui concerne la sécurité, nous avons le Fonds spécial de sécurité. J'ai vu dans les invitations le parrainage de l'antique. Donc ça, je suis très sûr que Madame Evran est sur le bon chemin. J'ai aussi senti l'ART, parce qu'on cherchait un collègue hier. Donc quand vous vous appuyez sur ces trois, je me demande ce qui va vous empêcher. Moi, j'appelle aux autres, la société civile surtout, d'oser, et c'est revenu aussi, il faut oser. On dit qu'on ne peut pas aller vers les DG. Beaucoup de gens l'ont soutenu hier, mais elle est venue, elle a rencontré Madame le ministre des Postes et Télécommunications. Si on peut l'ovationner, c'est... Elle a rencontré et elle a sollicité le parrainage institutionnel. Je souligne ce mot. Quelqu'un a dit aujourd'hui qu'on ne parle pas du gouvernement, je voulais fuir. On ne peut ne pas dire ça quand une administration publique, gouvernementale, donne une caution administrative pour l'organisation d'un événement. Il y a certains parmi vous qui le font sans demander cet accord-là. Or, ce parrainage, ce haut accord, je vais terminer par là, et j'ai discuté avec elle. Nous qui l'entourons, nous devrons, c'est une conférence. Au terme d'une conférence, nous devrons avoir des actes procéduraux. Imaginez que des éminents, lui il a dit qu'il n'est pas docteur, mais vous allez signer avec nous. Donc nous tous, nous allons signer, on va appeler ça les actes issus de la conférence. Ce n'est pas un séminaire, c'est une conférence. C'est-à-dire au terme de cette conférence, on devrait avoir des actes, des recommandations. Que qui de droit, qui a donné son onction ici, reçoivent ces actes. Je vous remercie. Merci beaucoup. Sur cette brillante contribution, je ne saurais ajouter quoi que ce soit, autre que de dire merci à tous les panélistes, merci pour être venus depuis le Maroc, pour participer à cette conférence, merci d'être venus depuis l'Afrique du Sud pour participer à cette conférence. Le Cameroun, on l'appelle très affectueusement le continent. Merci à tous les représentants du continent. Et sous vos applaudissements, je demande aux caméras de faire la photo de panel pour clôturer. Je veux juste donner un petit mot. Je veux remercier Madame la Présidente, Madame Tchoumi. Oui. D'accord. Donc, je veux juste réitérer mes remerciements à Madame la Présidente, d'abord de m'avoir invité à prendre part à cet événement très important, mais aussi je tiens à la féliciter pour tout et la remercier pour tous les efforts fournis pour l'Afrique, bien sûr pour le pays, notre pays, le Cameroun, mais aussi pour toute l'Afrique. Donc, mes félicitations. Je veux bien vous applaudir, Madame Tchoumi. Merci. Oui, si on dit que l'Afrique félicite Madame Tchoumi, il faudrait que ce soit du nord au sud. Oui, le nord a félicité, le sud va le faire aussi. Thank you, the organization.
Oh, thank you so much. It's been amazing. I can't believe that you pulled this off. You are such a legend. And I'm hoping to see all of you in South Africa. But honestly. Thank you very much for the invitation. L'appel est lancé. Nous sommes à une conférence panafricaine. L'invitation pour l'Afrique du Sud est là. Nous verrons où est-ce que la prochaine séance nous amènera. C'est le début, c'était la première édition. Et peut-être même que je vais vous donner un avant-goût. À la prochaine édition, on va discuter des questions telles que, en agriculture par exemple, si l'IA vous dit que c'est le moment de planter, et votre grand-mère qui a l'expérience vous dit que ce n'est pas le moment, qu'est-ce que vous allez faire? Donc, ce genre de questions, on va les susciter. Merci, thank you. See you next time. La photo des panélistes, s'il vous plaît. Et pendant que la photo des panélistes est faite, avant que Mme Choumi dise le mot de clôture et nous donne une idée des prochaines étapes, j'aimerais bien vous remercier, mais alors tous les participants, pour votre participation ici, pour ces questions. Le temps de prendre la photo. Les photos, c'est bon? Merci beaucoup. Thank you very much. Evan, s'il te plaît. Tu ne descends plus. Avant qu'elle nous donne le mot final, je disais tantôt que j'aimerais remercier tous les participants. Tous les participants pour le calme et la sérénité dont nous avons fait preuve pendant cette séance, et surtout pour les questions très pertinentes qui ont été posées. En tant que MC, ce n'est pas toujours évident de pouvoir prendre toutes les questions, mais c'est aussi une bonne raison pour savoir que, oui, on a laissé des questions pour la prochaine séance. Donc, merci beaucoup pour votre patience et applaudissez pour vous-même parce que vous le méritez. Je vais également demander d'applaudir ces jeunes dames et ces jeunes garçons avec le t-shirt blanc qui en arrière-plan ont participé énormément depuis hier à la réussite de cet événement, que ce soit à l'accueil, que ce soit pendant les séances, elles ont aidé. Et effectivement, l'Afrique est un continent jeune. Je remercie également Mme Choumi de leur avoir donné l'opportunité, parce que si elle ne leur avait pas donné l'opportunité, on ne verrait pas que le futur de l'Afrique est entre leurs mains. Et sur ce, je vous remercie tout simplement d'avoir passé ces 2 jours avec moi, d'avoir partagé toutes ces connaissances, et je vais laisser la parole à Mme Choumi pour le mot de clôture. Avant de me laisser la parole, j'aimerais quand même que tout le monde fasse un tonnerre d'applaudissements pour ce monsieur. Vous l'avez vu sous plusieurs casquettes. Il a été panéliste, il a été modérateur, il a été MC. Et je vous assure que le MC s'est improvisé sur la scène. Lui et moi, on se connaît parce que on partage tellement de choses ensemble. C'est d'abord un ami de très longue date. Il vit en Suisse, je suis sa voisine. Et on discute beaucoup de thématiques, on va dire, visionnaires. Voilà, visionnaires, je vais dire ça comme ça. Et qu'il soit là aujourd'hui, c'est d'abord une preuve du fait que c'est quelqu'un qui
pense qu'on ne doit pas juste parler, on doit poser des actes. Donc il a pris son temps, son billet d'avion, son risque, etc. pour être là aujourd'hui. Et au-delà de participer, vous avez vu comment est-ce que par son élégance, par son verbe, hein, par son expertise, il a permis à ce que nous passons ici de bons moments. Merci Russell. Merci. Thank you very much. Thank you very much. Bon, par contre, il n'a pas compris que les Suisses n'ont pas compris l'élégance. Il fait 3 fois la bise, c'est 2 fois. Mais c'est un Suisse. Je suis désolé, la Suisse, officiellement, la bise dans le Suisse, c'est 3 fois. Le professeur confirme. C'est ça que je dis, tu es Suisse. Ok. Sur ce, vraiment, merci beaucoup. Nous avons passé 2 jours ici. C'est la première édition. Et si vous me demandez ce que je ressens, c'est que c'est exact. C'est-à-dire que ça reflète totalement le Cameroun, notre Cameroun que nous aimons, que nous savons complexe et compliqué. D'accord? C'est-à-dire au Cameroun, on est dans un univers VUCA. Donc, il ne faut pas être, effrayé par ce qui se passe. C'est-à-dire que c'est du chaud, c'est du froid, c'est du tiède, tout en même temps. Et on navigue dedans et on arrive à s'en sortir, ce qui nous donne quand même des aptitudes à réaliser ou à adapter à certains contextes. Donc nous avons passé 2 jours à discuter d'éthique, de gouvernance, d'infrastructures, d'inclusion, de data, de souveraineté. Nous avons entendu plus de 40 intervenants quand même, des experts en la matière venus de différents pays. Je ne peux pas parler sans exprimer ma gratitude particulière à ces dames qui sont venues de loin. Je ne sais pas si vous réalisez le fait que c'est des dames. C'est pour vous dire que c'est tellement... Quand une dame dit « je fais », et les dames ont plus tendance à pousser des choses. Je ne sais pas si c'est notre fibre maternelle, mais dans tous les cas, je suis vraiment, vraiment, vraiment reconnaissante à vous, professeur Dr Nour El Houda, professeur Dr Habiba Chaoui, tous les 2 Chaoui, et bien sûr mon ami Daniel Timmings, venu de l'Afrique du Sud. Merci à vous. Bien entendu, je ne peux pas oublier le support institutionnel du Ming-Postel qui a fait ce qu'il fallait comme il fallait. Et vraiment, c'est un appel aux autres aussi de dire que, comme il a dit le docteur Olivier Angono, il faut oser. Si vous voulez que le Cameroun s'implique, si vous voulez que nos gouvernants, agissent, c'est-à-dire que respectent leurs devoirs, il faut qu'on aille vers eux parce qu'ils ont le devoir de nous accompagner. Donc je dis déjà merci parce qu'eux, ils ont compris qu'ils sont là pour nous accompagner et ils ont fait ce qu'il fallait faire. Et je remercie vraiment pour cela. Donc je reviens bien entendu sur cette conférence où nous avons confronté chercheurs, décideurs, ingénieurs, régulateurs, start-up, éducateurs, banquiers, ministères, etc. Et ceci, bien entendu, nos chers étudiants, ceci parce que nous voulons vous faire comprendre à tous, nous l'avons déjà compris, vous aussi bien entendu, mais c'est important de le signaler encore que quand on parle de l'IA, ce n'est pas la chose d'un secteur, ce n'est pas la chose des informaticiens, c'est quelque chose, on doit avoir une vue inclusive de l'IA. Et cela va de soi qu'on réunisse tous ceux qui sont impliqués. Et personne ne peut faire quoi que ce soit tout seul. C'est important qu'on y aille ensemble. Donc pour moi, aujourd'hui, cette conférence, c'est un appel. Parce que tous ceux qui ont partagé leurs connaissances avec nous, vous qui avez partagé de votre temps avec nous pour qu'ensemble, enrichissant nos discussions par vos belles questions, par vos belles réactions, cela montre que ça ne doit pas s'arrêter là. Il faut qu'ensemble, on trouve des moyens pour continuer cela ensemble. Donc, ce n'est pas la chose d'une personne. On m'a appelé présidente plusieurs fois. Bien entendu, cela me flatte. Mais Africa Nation n'est même pas encore une association. Ça fait partie de l'une des résolutions, c'est qu'on va l'institutionnaliser, en faire une association. Et qui dit association dit donc plusieurs personnes qui mettent la main, parce qu'on sait qu'il faut au minimum 2 mains pour faire un nœud. Mais dans notre contexte compliqué et complexe et volatile, il faudrait plusieurs mains pour faire même le petit nœud. Donc c'est un appel à tout le monde. Hein? C'est mieux ça? D'accord. Donc, Donc, c'est un appel à tout le monde ici de nous rejoindre parce que là, ce n'est que le voyage qui commence.
Et je vais une fois de plus dire merci aux panélistes, merci, parce que même ici au Cameroun, il y a plusieurs qui ont fait le déplacement de loin. Je pense à Dr Eba qui vient de Bafoussam, et à Fomine Efengwa qui venait de Bamenda. Je trouve ça formidable. Je ne parle même pas de ceux qui viennent de Yaoundé, parce qu'on croit que Yaoundé, c'est pas loin, mais vraiment, pour moi, il n'y a pas une route plus risquante que Yaoundé-Douala. Donc, merci à vous. Et bien entendu, je ne vais pas ne pas mentionner ceux qui sont sur place, parce qu'on parle d'un lundi et d'un mardi, c'est-à-dire ils ont sacrifié des journées de travail, des journées de contraintes pour être ici et partager ça avec nous. Donc, vraiment, gratitude infinie à vous. Et je ne peux pas parler sans vous présenter les personnes de l'ombre. D'accord? Je vais appeler ici mon équipe, mon assistant, Monsieur Laurel Mbon. Très distrait, mais extrêmement efficace. Extrêmement efficace. Il m'avait dit qu'il veut rester à l'ombre, il ne veut pas être visible, mais il fallait que je vous le présente. Je ne vais pas oublier Madame Ketsasi Christelle. Bien entendu, la formidable Marie-France Atangana. Vous allez être surpris que l'équipe ne soit pas grande, parce qu'on a notre vidéaste qui est à Yaoundé qui n'a pas pu être là. Et il y a le graphic designer qui, sous contrainte, ne peut pas être là tout le temps, mais il travaille attends, voilà, il est là. Stéphane Tidier, s'il vous plaît. Donc, si vous avez apprécié un de nos visuels, c'est lui. Et si vous vous demandez où est l'autre partie de l'équipe c'est l'IA. D'accord? L'IA nous a fait au moins, je vais dire pour être honnête, au moins 70% de boulot. Parce qu'en termes de communication, c'est des tâches extrêmement chronophages. Quand on a à communiquer avec 45 à 60 panélistes, chacun doit avoir l'information à temps réel. Il faut trouver des moyens d'automatiser, il faut trouver des moyens de rendre des messages automatisés personnels, de leur faire croire que c'est à eux seuls qu'on communique. C'est important, et sans ça, on n'aurait pas pu s'en sortir. Bien entendu, je ne vais pas dire merci à l'IA, bon, c'est pour vous faire comprendre que c'est pour vous faire comprendre ce que ça remplace. Mais j'ai encore une autre formidable équipe dans l'ombre. Nous, vous savez, on est dans une logique d'inclusion, mais on est dans une logique du père de la nation qui avait dit que nous sommes le lance-fer de la nation, donc il était important de nous les impliquer. Donc vous allez voir tous ces maillots blancs-là, les futurs maillots jaunes, les futurs panélistes. Je vais appeler toute mon équipe de maillots blancs ici. Venez, venez. Guy, bien sûr, tu ne restes pas derrière. Et la beauté de tout ça, c'est que c'est tous des étudiants. Donc, ils sont là, certains sont déjà immergés dans l'IA, d'autres ne le sont pas, mais une chose est certaine, qu'ils ont donné un dynamisme incroyable. Je suis surprise de leur maturité, parce qu'ils savaient être là sans être là. On savait qu'il y avait des mains qui aidaient, qui sans vraiment les ressentir. Non, je suis... Les Anglais disent « amazed », quoi. Vraiment, bravo à vous. Et pour la petite histoire, on n'a eu que 2 heures de séance de travail pour dire comment on allait faire. Mais c'est comme s'ils ont toujours fait ça toute leur vie. C'est vraiment incroyable. Bon, je ne sais pas, je ne veux pas être très longue. Il faut que je me dépêche hein, si je parle beaucoup. Mais permettez, vous comprenez mon émotion, c'est la première fois. Voilà. Donc, bien entendu, merci à vous, chers participants. Quand on regarde la salle, on va se dire que il n'y avait pas affluence. Mais comme dit, on est dans un contexte camerounais, on comprend pourquoi. Si ici, elles étaient avec, je ne sais pas moi, des petits... je ne sais pas, si on était en train de danser, si on était en train de divertir, on n'aurait pas pu mettre les gens. Donc ça rentre dans notre contexte qu'il y a un besoin d'éducation, amener de culture, la culture du savoir. C'est quelque chose que malheureusement ces dernières années commence à se dissiper peu à peu dans notre société. Donc peut-être il aurait même fallu dire aux gens que venez manger gratuitement, là on aurait rempli la salle, quoi. Mais c'est quelque chose de vraiment systématique, que quand on parle des choses utiles, il y a moins de personnes qui sont intéressées. Mais je pense qu'on n'est pas dans la quantité, mais dans la qualité. Et quand je vois donc ce
public, là, je dis, je suis honorée de votre présence, d'avoir eu des gens de qualité comme nous, comme vous, pour écouter ces prestigieux experts que nous avons eu aujourd'hui. Donc, merci infiniment. Et comme le docteur l'a dit, on est là, quand on fait une conférence, il faut qu'au sortir de la conférence, qu'on ait retenu des choses. D'accord. Donc, j'ai fait un petit résumé. Vraiment, j'ai déjà pris beaucoup de temps, je vais essayer d'être brève. Donc, la première chose, c'est que, pour moi, j'espère que vous voyez la chose de la même façon, l'IA, c'est un sujet politique. Ça veut tout simplement dire que quand on passe top-down ou top-down ou bottom-up, top-down ou bottom-up, une chose est restée certaine, il faut du leadership. Et ce leadership-là doit être du gouvernement, ça doit être étatique, c'est important. C'est-à-dire qu'on est dans un pays où les secteurs privés font beaucoup de choses, mais c'est important qu'on puisse développer, comme vous disiez tout à l'heure, les partenariats publics-privés pour replacer l'État dans son rôle de gouvernance, parce qu'il y a des actions qu'on va discuter ici, là. Si l'État ne met pas la main, on ne pourra même pas y arriver, parce qu'il y a des choses à faire, il y a même des lois, il y a des réglementations, etc. Donc c'est important que nous, ensemble, nous avancions dans cette posture-là. Et je suis tellement heureuse que la ministre attende les résolutions, et comme je vous le disais hier, je vais vous suivre pour voir où ces résolutions sont allées. Parce qu'il ne s'agit pas de signer, il s'agit aussi de les mettre en action. Donc, c'est grâce à la première résolution. Et la deuxième chose aussi, c'est au niveau de la formation. Nous avons tous dit que nous voulons une IA qui nous ressemble, qui s'identifie à nous. On ne peut pas y arriver si on ne se forme pas. Donc, c'est pour ça que nous avons développé cette conférence, parce que après l'information de tout ce qui est l'IA, vous avez vu le programme qui était un peu assez développé. Donc, il est question maintenant de passer à la formation. Ce sera pour nous les prochaines étapes, le prochain plan d'action. Par exemple, on va commencer par la formation en la gouvernance de l'IA, parce que s'approprier l'IA, c'est déjà pouvoir la gouverner, c'est déjà pouvoir la cadrer, c'est déjà pouvoir lui donner, en anglais, ils disent un ramen bedding framework. Voilà. Donc, exactement. Donc, ce sera la prochaine étape de dire que voilà, on va former des personnes dans la gouvernance et l'intelligence artificielle, parce que ce soit dans les institutions éducatives, que ce soit en entreprise, avant de penser à intégrer l'IA, même chez vous à la maison, pour vos enfants, avant de penser à intégrer l'IA, pensez à pouvoir gouverner l'IA, pensez à pouvoir avoir de l'autorité sur cette application-là que vous apportez. Et bien entendu, il faut de la formation à cela. Mais bon, si on ramène ça à la gouvernance de l'IA en tant que discipline, cela demande cela réservé à certaines personnes, des cadres d'entreprise qui ont donc besoin de comprendre l'IA, de pouvoir l'encadrer afin de pouvoir aussi impacter des personnes qui sont sous leur charge. Et pour le grand public, on pense à des formations en prompting. Aussi simple que cela puisse paraître, c'est que vous ne pouvez pas puiser grand bénéfice des outils d'intelligence artificielle si vous ne maîtrisez pas leur langage. D'accord? Il faut savoir leur parler. Si on veut augmenter l'humain avec l'intelligence artificielle et pas remplacer l'humain, c'est important qu'on lui apprenne à commander, à parler à cette IA-là. Donc, ça fait partie des premières formations qu'on fera à partir du mois de juillet. Et ensuite, l'autre point, c'est l'infrastructure. Le docteur, je ne sais pas s'il est encore là, le docteur Woufo a dit un point tout à l'heure qui était au niveau de la vulgarisation des hotspots. Parce que vulgariser les hotspots dans la ville, dans les écoles, etc., c'est déjà résoudre un grand problème de connectivité. Avec cela, on peut aussi trouver des problèmes à l'énergie, parce que ça fait partie de nos problèmes. Mais dans tous les cas, il est important qu'on trouve des solutions frugales, des solutions agiles, des solutions adaptables à nos besoins pour que rapidement, on puisse quand même avancer. Parce qu'il n'est pas question d'avancer comme les autres, d'avancer au rythme des autres, mais au moins de faire des pas vers l'avant. Et nous, on en a les moyens en termes de know-how, etc. Il est maintenant question qu'on mette vraiment sur pied des solutions qui peuvent y arriver. Et j'appelle ainsi au panel nos brillants chercheurs, nos brillants professeurs, docteurs, etc., de mettre la main ensemble pour que on ait au moins un point d'action de dire que voilà quelque chose, une solution qu'on va proposer ensemble, parce que tout le monde dit de belles choses, mais ce serait vraiment mieux si on pouvait ensemble porter une solution comme une seule voix. Et bien entendu, quelque chose qui me tient à cœur, c'est la représentativité des femmes. Je vous assure que j'ai approché beaucoup de femmes, beaucoup plus de femmes que d'hommes,
Et il n'y a pas encore cette liberté, cette ouverture d'esprit-là des femmes chez nous. Et je crois qu'il faut qu'on continue de forcer à faire que les femmes aient envie d'être visibles. Parce que l'impact des femmes, c'est-à-dire en termes d'action, à chaque fois, j'atteins plus de résultats quand je suis en partenariat avec une femme qu'avec un homme. Parce que la femme, qu'elle dit, elle le fait, elle aime passer à autre chose. Elle n'a pas de calme si elle ne finit pas ce qu'elle a commencé. Donc c'est important qu'on continue de travailler à impliquer les femmes, à les rendre plus visibles. Et bien entendu, la collaboration panafricaine, c'est pour ça que vous voyez ces dames qui sont venues. Vous avez vu en quoi elles ont enrichi nos discussions ici. Et aussi l'ouverture, parce que venir chez nous, ça veut dire que demain, nous recevrons. Et c'est important qu'on continue de cultiver ces choses. Et nous espérons donc à bientôt au Maroc, à bientôt en Afrique du Sud. Et je vais quand même dire que pour l'instant, Daniel est en train, elle vous l'a dit déjà, que peut-être bientôt en Afrique du Sud, on est encore en train d'explorer donc la possibilité de refaire quelque chose de semblable en Afrique du Sud, ce qui serait une belle chose en fait de coopération sud-sud. Voilà, j'espère que j'ai dit l'essentiel, que vous avez retenu l'essentiel de ce que nous allons faire ici ou bien très prochainement. Donc je vais terminer là, parce que je ne sais pas depuis combien de temps je parle, peut-être 15-10 minutes déjà. Et merci donc infiniment à vous. La prochaine étape, c'est, comme je vous l'ai dit, les formations et beaucoup de programmes de partenariat parce qu'on faut vraiment travailler avec des gens. Rejoignez-nous. Si vous avez vu dans le livret, la dernière page, c'est un appel à nous rejoindre parce que c'est important que tout le monde soit là. C'est important que nous travaillons ensemble. C'est important que chacun ait une voix ou bien un endroit où sa voix puisse poser, ses idées puissent être entendues. Donc, rejoignez-nous ensemble dans cette nouvelle association naissante et nous allons donc développer la deuxième édition, non plus avec cette équipe-là qui nous suffit, mais je crois que nous serons heureux de la voir encore plus grande qu'elle n'est aujourd'hui. Donc, je vais terminer en vous disant merci, infiniment merci à vous. Pour les nôtres qui sont en VIP, on aura une petite collation de revoir. Mais avant que vous ne sortiez, avant que tout le monde ne sorte, je vais quand même appeler les intervenants qui sont encore là, qui nous ont vraiment, vraiment enrichis avec de belles contributions, de remonter, me rejoindre ici pour une dernière photo de famille. S'il vous plaît, les photographes, ils ont filmé. Les photographes, ils ont filmé les photographes. Les photographes nous ont filmé. Non, il y a les photos. Non, j'ai dit de nous. Ok, ça va, d'accord. Monsieur Simo Kamga. Hein? Voilà, c'est bon. Mettez les chaises derrière. C'est que ça, j'ai un, ça soit. Le support team en bas. Vous allez les voir. Oui, ça sera mieux en bas. Oui, ça serait mieux. Nous Non, l'équipe l'aide en bas.
la deuxième édition au Maroc. On a fait la deuxième édition. Oui, merci. À bientôt. À bientôt. Oui. Hein? Merci encore. Juste avec les...